Bonjour tout le monde. Alors nous allons aborder une nouvelle notion intitulée les transformations géométriques. Alors je précise très bien que c'est l'avant-dernier chapitre de l'année. Alors cette notion, vous l'avez déjà commencé un peu plus tôt en sixième. Alors ce cours, comment ça va s'organiser? Alors dans un premier temps, nous allons parler de la notion de symétrie. Parce que vous avez déjà étudié la symétrie les deux formes de symétrie, la symétrie axiale en sixième et la symétrie centrale en cinquième. Arrivé en quatrième, vous avez vu les deux autres transformations, la translation et la rotation. Et en troisième, cette année, nous verrons seulement une seule qui est la nouveauté pour vous, c'est l'homothétie. Bien, alors nous allons très rapidement rappeler ce que nous appelons, que vous avez étudié en classe de sixième, la symétrie axiale et en classe de cinquième, la symétrie centrale. Alors, quand on parle de symétrie axiale, dans le mot axial, j'entends axe. Ça veut dire que c'est une symétrie qui se réalise en tenant compte d'un axe. Vous voyez? Alors, on prend un point M qui est représenté ici. Donc, cet objet est représenté par le point M. Pour trouver son image par rapport à la symétrie d'axe, il suffit simplement de faire passer une droite perpendiculaire à l'axe D et je prolonge jusqu'à ce que je n'obtienne le point M' qui va se situer à égale distance de M par rapport à la droite D. C'est pour cette raison que ici, on a bien précisé que M et M' sont à égale distance de D. C'est-à-dire la distance entre M à la droite D est égale à la distance entre la droite D et M'. Autrement dit, la droite ou bien l'axe D est la médiatrice du segment M'. Bien. Autre chose, comment est-ce que nous pouvons identifier une symétrie dans une figure? Il suffit seulement de plier la première figure qui est l'objet sur le plan de la droite. Vous allez voir que ça sera superposable à son image. Alors, ces deux objets-là vont se superposer lorsque je vais plier cette feuille en suivant la direction de cette droite. Je vais plier cette feuille sur la droite, ça va se superposer à celle-ci. C'est avec cette identification, avec cette stratégie que nous pouvons identifier la notion de symétrie dans une figure. Nous passons maintenant à la symétrie centrale que nous avons vue en classe de cinquième. Lorsque vous avez un point M pour déterminer son image, je précise très bien que dans le mot central, j'entends centre. Ça veut dire que c'est une symétrie qui va se réaliser en tenant compte d'un centre. Alors quand je prends un objet M pour avoir son image, il suffit seulement de prolonger par le centre et que l'image doit se situer à égale distance du centre que l'objet. Autrement dit, le centre est le milieu du segment de l'objet et de l'image. Le centre constitue le milieu. Vous voyez? Bien sûr, les trois points sont alignés et le centre est le milieu. Voilà. Alors, comment je peux identifier dans une figure une symétrie centrale? La symétrie centrale, il suffit seulement de déplacer cet objet en faisant une rotation d'un angle pi, c'est-à-dire d'un angle de 180 degrés. Vous allez voir que quand je déplace cette figure d'un angle de 180 degrés, je retrouve celle-ci d'un angle plat. Vous voyez? Cette figure, le point M, lorsque je vais le déplacer jusqu'à 180 degrés, j'obtiens M'. Ça veut dire que toute cette figure qui se déplace de 180 degrés, on obtient celle-là. Alors, la notion de symétrie centrale peut s'identifier en tenant compte justement de ce déplacement, de cette rotation, ce mouvement circulaire, par rapport au centre, bien sûr, et d'un angle de 180 degrés. Donc, c'est ça la symétrie centrale. Bien. Alors, je vais très rapidement voir quelques axes et centres de symétrie dans certaines figures. Quand je prends par exemple un triangle quelconque, dans un triangle quelconque, on n'a pas d'axe de symétrie, on n'a pas de centre de symétrie.
Donc, vous devez le savoir. Dans un triangle quelconque, si je vous donne un triangle quelconque, je vous demande de déterminer l'axe de symétrie, ça n'existe pas. Dans un triangle isocèle, vous savez qu'un triangle isocèle, c'est un triangle dont les deux côtés ont la même longueur. Alors, dans un triangle isocèle, justement, cette droite constitue l'axe de symétrie. Parce que si je plie ce côté du triangle sur celle-là, ça va se superposer. Donc, cette droite constitue l'axe de symétrie dans un triangle isocèle. Alors que dans un triangle isocèle, il n'y a pas de centre de symétrie. Donc, faites attention, lorsque je vous donne une figure qui ressemble à un triangle isocèle, vous n'avez pas de centre de symétrie, vous avez seulement un axe de symétrie. Dans un triangle équilatéral, bon, par définition, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Vous avez donc trois axes de symétrie. Vous voyez? Trois axes de symétrie. Voilà, les voilà. Alors, quand je vais plier, je plie cette partie du triangle sur cet axe, ça va se superposer à celle-là. Ou bien je vais plier cette partie du triangle par cet axe, ça va se superposer à celle-là. Ou je vais placer cette partie du triangle sur cet axe, ça va se superposer à celle-là. Donc, dans un triangle équilatéral, donc nous avons trois axes de symétrie. Et ces axes de symétrie sont en fait les médiatrices. On sait que la médiatrice, c'est l'axe qui passe par le milieu du segment issu du sommet et qui passe par le milieu du côté opposé et bien sûr perpendiculaire. Donc nous avons trois axes de symétrie ici. Mais dans un triangle équilatéral, nous n'avons pas de centre de symétrie. Il n'y en a pas. Donc vous devez comprendre que dans un triangle isocèle, dans un triangle équilatéral, pas de centre de symétrie. Dans un parallélogramme, nous n'avons pas, donc un parallélogramme quelconque, je précise très bien, un parallélogramme quelconque, nous n'avons pas d'axe de symétrie, mais nous avons un centre de symétrie, parce que les deux diagonales se coupent à leur milieu. Donc nous avons un centre de symétrie, vous allez remarquer. Dans un rectangle, donc c'est un parallélogramme particulier, ici c'est quelconque. Dans un rectangle, nous avons deux axes de symétrie que vous voyez là. Et nous avons aussi un centre de symétrie qui est le point d'intersection des deux diagonales. Dans un losange, toujours un parallélogramme particulier, nous avons donc deux axes de symétrie et aussi un centre de symétrie. Dans un carré, nous avons donc, voilà, plusieurs, ils sont au nombre de combien? 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. Vous voyez, il y a ça 1, il y a ça 2, il y a ça 3, il y a ça 4. Donc, voilà les axes de symétrie, les deux diagonales plus les deux médiatrices par rapport à la longueur et à la largeur. Ils sont tous des axes de symétrie et nous avons aussi un centre de symétrie. Dans un cercle quelconque, donc de n'importe quel rayon, nous avons un axe de symétrie et puis nous avons aussi un centre de symétrie qui est le centre du cercle. Voilà, donc c'est très très important à savoir. Bien, voilà quelques figures que je vous donne et je vous demande d'identifier le type de symétrie dans ces œuvres d'art et préciser le centre ou l'axe de symétrie si ça existe. Donc vous allez regarder ces figures et vous allez me dire s'il y a un axe ou un centre de symétrie. Bien, nous allons parler maintenant de la translation. La translation, comme le dit, lorsqu'on fait glisser une figure F1 sans faire tourner de manière à ce que ça arrive, à ce que A arrive en B, elle superpose la figure F2. Alors, vous allez remarquer que voilà l'avion F1 que je veux superposer à l'avion F2 en le glissant, tout simplement. Je ne fais pas de mouvement de rotation. En le glissant selon une droite qui a une direction et un sens de A vers B. Vous voyez? Donc, je vais glisser la première avion que j'appelle F1 vers FB de telle sorte que les deux avions se superposent. Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une translation qui transforme le point A vers le point B. D'accord? Donc, A vers B est la référence pour moi. On avait déjà travaillé sur ça. Alors, pour construire l'image d'un point par translation, voilà le protocole de construction. Et alors, comment je peux construire par exemple l'image de C par rapport à la translation qui transforme A vers B?
Vous voyez, A vers B, voilà, nous sommes dans ce sens. Alors, je fais passer d'abord une droite parallèle à AB passant par C. La voilà. Après, je prends le même écartement. Donc, A, B et C, C'. Ou bien CD. Alors, D constitue ici pour moi, donc, l'image de C par la translation qui transforme A vers B. Bien. Alors là aussi, j'ai donné quelques images qui expriment une translation. Vous voyez les oiseaux. Par exemple, cet oiseau, je peux obtenir son image ici, justement en le glissant, en suivant une droite. Pareil pour justement ce dessin aussi. Alors, nous allons continuer avec la rotation. La rotation, comme le mot le dit, là, nous allons faire un mouvement donc circulaire, un mouvement en tenant compte donc d'un angle. Alors, j'ai cet objet que je veux bouger en faisant une rotation avec un angle que j'appelle alpha ici. Alors, l'objet qui va quitter le point A pour aller au point B. Alors, les éléments caractéristiques sont l'objet, le centre et l'angle. Vous voyez? Alors, on va voir un peu plus le protocole de construction. Voilà construire l'image d'un point par rotation. Alors, voilà l'objet qui est là, le centre qui est là. Alors, la première chose que je dois faire, je dois relier l'objet à son centre. La deuxième chose, je prends mon compas et je fais passer donc un arc en suivant un sens. Alors, dans la rotation, nous avons deux sens. Il y a le sens direct et le sens indirect. Le sens direct, c'est le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et le sens direct, c'est le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et le sens indirect, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. On appelle ça aussi sens horaire et sens anti-horaire. Alors, le sens horaire, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Et le sens contraire, c'est le sens anti-horaire. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on a utilisé pour tracer donc, cette figure et obtenir le point A' qui est l'image de A par rotation d'angle que j'ai connu. Et le sens est donc bien défini. Ici, c'est le sens direct. C'est le sens contraire de l'aiguille d'une montre. L'aiguille d'une montre bouge de cette manière-là. Alors, le sens contraire, c'est le sens direct. On l'appelle aussi, ce sens, le sens horaire. Vous voyez? Alors, voilà quelques figures que vous avez. Là, quelques exemples pratiques de rotation que vous pouvez regarder. Hein? On a fait bouger des objets par rotation. Alors, voilà quelques exercices que je vais vous demander de faire. Vous réfléchissez sur ce devoir que j'ai déjà corrigé, mais je l'ai caché. L'exercice 2, vous réfléchissez également. L'exercice 3, qui est celui-ci, vous réfléchissez également. Et puis, le dernier exercice, l'exercice 4, qui est celui-ci, vous réfléchissez également sur cet exercice et nous allons faire la correction la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention.